Donc effectivement, sujet passionnant et challengeant pour tout le monde et pour les anesthésistes réanimateurs en particulier. Donc je viens du CHU de Lille. Voilà, et donc du coup je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc l'HRP, ça complique 0,5 à 1% des grossesses. Il y a certains facteurs de risque, notamment des facteurs de risque liés à la mère, l'âge avancé, la multiparité, le tabagisme. Et comme du coup cette session c'est dans le cadre de la prééclampsie sévère, effectivement on voit que l'HTA chronique préexistante est déjà un facteur de risque d'HRP. Et il y a également des facteurs de risque liés à la grossesse, notamment les jumeaux, la rupture prématurée des membranes, puisqu'il peut y avoir une action mécanique sur le décollement placentaire, les infections intra-utérines aussi, bien sûr les pathologies hypertensives qui apparaissent pendant la grossesse, et l'antécédent d'HRP est très important, parce qu'il y a des patientes comme ça qui vont faire plusieurs HRP sur des grossesses qui se suivent. Donc le diagnostic est principalement clinique, on a un pic d'incidence entre 24 et 26 semaines. Et classiquement, effectivement, même si le tableau peut être incomplet, on a souvent l'association d'une douleur abdominale intense et brutale avec une hypertonie utérine, souvent des ARCF parce que comme on va le voir après, le bébé il est un petit peu sous tension, et des métrorragies. Et j'aime bien ce petit schéma parce qu'on voit effectivement le sang qui peut s'extérioriser mais qui peut ne pas s'extérioriser dans tous les cas. Voilà, donc le diagnostic il va être confirmé par l'échographie obstétricale. Alors là j'ai mis des belles images où effectivement on voit très très bien l'hématome rétroplacentaire. Pourquoi on le voit très très bien, c'est parce que c'est un examen qui a une très bonne valeur prédictive positive, mais effectivement c'est pas parce que votre échographie obstétricale est normale que ça élimine le diagnostic. Voilà, et donc bien sûr ça c'est à l'examen macroscopique lorsque vous examinez le placenta, il faut bien sûr envoyer le placenta en anapathe, mais c'est pas trop notre problème, c'était plus pour introduire un peu le sujet. Et donc il va y avoir des complications fétales et maternelles, on va s'occuper beaucoup plus de la maman dans ce qui nous concerne, mais je voulais parler un petit peu du fœtus. Donc ce décollement placentaire il va diminuer la surface d'échange materno-fœtaux, ce qui va provoquer une hypoxie fétale, et donc ça va provoquer d'intenses, en tout cas une augmentation importante de la morbidité néonatale, avec, comme vous voyez, effectivement beaucoup de complications, beaucoup de désadaptations néonatales à la vie extra-utérine, des abgarbas, des acidoses sévères, c'est pas le 7-19, c'est vraiment des pH inférieurs à 7, beaucoup de transferts en réanimation néonatale et de l'anoxie périnatale. Et en fait, malheureusement, c'est la première cause de paralysie motrice cérébrale, donc des séquelles à long terme du bébé. Et bien entendu, il y a encore pire, qui est la mort in utero. Et effectivement, ça peut arriver. Et l'HRP est une cause importante de mort in utero, puisque dans 5 à 10% des cas, cette mort in utero est imputable à un HRP. Mais on va se concentrer beaucoup sur la maman, même si effectivement, comme on va le voir après, la décision du type d'accouchement va beaucoup dépendre de comment se comporte le bébé. Et les complications maternelles, ça va bien sûr être l'hémorragie du postpartum. Alors c'est une hémorragie du postpartum un petit peu particulière, parce que en fait, quand il y a un HRP, eh ben, les patientes font plus souvent une hémorragie du postpartum que quand elles accouchent sans HRP. D'accord, 2 fois plus. Et les tableaux de l'hémorragie du postpartum de l'HRP sont plus sévères que les tableaux d'hémorragie du postpartum classiques, on va dire. Il y a beaucoup plus de transfusions massives, beaucoup plus d'états de choc hémorragique, beaucoup plus de séquelles à type d'insuffisance rénale aiguë, d'hystérectomie d'hémostase. Et en fait, il y a beaucoup de coagulopathie. Et effectivement, la coagulopathie obstétricale va être beaucoup plus fréquente lorsqu'il y a un HRP que lorsque vous allez avoir juste une hémorragie du postpartum classique. Et on voit que c'est inférieur à 5% dans l'HPP classique, c'est 40% de coagulopathie dans l'HRP. Et un des messages aussi, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de coagulopathie, mais tous les HRP font pas forcément une coagulopathie, ce qui va avoir son importance, parce que c'est pas parce que la dame elle arrive qu'il faut lui mettre tout de suite toutes les molécules hémostatiques à l'aveugle. Il va falloir quand même réfléchir, même si on va le faire beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que dans un HRP par consommation, mais on va en parler juste après. Et donc la physiopathe de cette coagulopathie, c'est que le primo movens va être le décollement placentaire. Il va y avoir un passage de facteurs tissulaires d'origine trophoblastique dans la circulation maternelle qui va activer la coagulation.
et cette activation de la coagulation va provoquer une consommation intravasculaire massive de fibrinogènes. Et donc effectivement, ça va être sur le plan de l'hémostase, c'est pas une coagulopathie de consommation classique où tout descend en même temps, c'est vraiment d'abord la fibrinolyse et le fait que le fibrinogène va baisser. Et donc de ce fait-là, ça va saigner plus, et donc forcément l'hématome va augmenter, et ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, c'est un cercle vicieux, et du coup, il faut le casser le plus vite possible. Cette coagulopathie, on va en parler un petit peu, elle a des particularités. Déjà, on voit la différence entre l'HRP et l'hémorragie du postpartum classique. En termes de coagulopathie, l'HRP est la cause la plus fréquente de coagulopathie obstétricale. C'est un peu comme celle qu'on voit dans l'embolie amniotique, sauf qu'on fait beaucoup moins d'embolie amniotique que d'HRP. Et en fait, le fait d'avoir cette coagulopathie, d'accord, dans l'HRP, est en soi associé à des complications maternelles sévères. Donc dans ces études-là, on le voit bien, donc hystérectomie, plus d'embolisation, plus de recours à des ligatures chirurgicales et plus de reprises chirurgicales, forcément, parce que les patientes ne vont pas avoir une hémostase correcte, et donc du coup, voilà, et donc c'est un facteur de risque de dégradation et potentiellement de mortalité maternelle. Et une autre particularité, c'est que cette coagulopathie va être particulière parce qu'elle va, comme on a dit, beaucoup être sur la fibrinolyse et sur le fait que le fibri va être bas, et ça va être très précoce. C'est-à-dire que dès 1000 à 1500 ml, on va avoir une fibrinolyse et un fibri qui vont être très très bas. Et en plus, on va avoir assez rapidement, ce qu'on va voir après, qui n'arrive pas forcément dans l'HPP classique, des troubles de coag au niveau TP-TCA et une thrombopénie. D'accord ? On va détailler un peu. Dans l'HPP classique, en général, ces tableaux de troubles de coag, de CIVD, on va dire, et il faut attendre souvent 3000, 4000 ml d'hémorragie. On fait tous plus ou moins régulièrement des HPP de 1500, 2000, 2500. Ils n'ont pas tous besoin de fibri, ils n'ont pas tous besoin de plaquettes ou de PFC. C'est parce que c'est une hémorragie de consommation, une coagulopathie de consommation, comme on va voir après. Et en fait, dans la littérature, dans l'HPP classique, en fait, les troubles de coag vont apparaître de façon linéaire, c'est-à-dire que plus on saigne, plus on consomme, plus les troubles de coag vont apparaître, alors que dans l'HRP, c'est beaucoup plus brutal et précoce. Donc c'est découplé en fait, et ça c'est un message important, c'est-à-dire que du coup on peut être rapidement mis en défaut par la situation. Et en fait cette étude elle est très, très intéressante, parce qu'en fait vous voyez ici qu'ils ont fait des prélèvements sanguins dans la première colonne ici chez les patients qui font pas de coagulopathie, et là des patients qui font une coagulopathie de l'HPP. C'est dans ces deux groupes. Et ben dans le groupe, grosso modo, ils ont saigné entre 1000 et 1500, d'accord. Et pourtant, et ben on voit que les dédimères qui sont le reflet de la fibrinolyse, ils sont à 43 000 versus 1700 dans le groupe coagulopathie, alors que la patiente, elle a saigné que 1300. Et que le fibrinogène du labo, il est déjà plus qu'à 2 grammes, alors qu'elle a saigné que 1350. On fait tous beaucoup d'HPP de plus de 1500, 2000 ml, et en fait, les patientes, elles ont 4 grammes de fibri à la fin. Donc voilà, c'est vraiment très particulier. Et pour les facteurs de coag, vous voyez qu'on a des facteurs 5 à 50%, des facteurs 13 à 45%, alors que la patiente n'a saigné que 1300. Donc si vous avez un volume de saignement donné, et ben les anomalies de la coagulation vont être beaucoup plus importantes dans l'HRP que dans l'HPP classique. Voilà. Et donc la même étude, on voyait que dans le groupe où il n'y avait pas de coagulopathie, et les dames qui avaient saigné 3 litres, elles avaient encore 2,5 de fibri, une coag normale et encore 127 000 plaquettes. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas forcément besoin de passer des plaquettes. Alors, comment on va traiter cette coagulopathie? L'enjeu, ça va être de reconnaître ou infirmer, parce qu'on a dit que c'était pas systématique. Est-ce qu'il y a une coagulopathie ou pas, et rapidement. La deuxième chose, il faut du coup la traiter précocement pour limiter le risque que ça continue à s'aggraver et les complications maternelles qui en découlent. Et l'enjeu, ça va être également de surveiller régulièrement son évolution sous traitement. Et pour ça, vous êtes bien d'accord que les tests du laboratoire, déjà dans l'HPP classique par consommation, parfois on est un petit peu dépassé parce que c'est trop long, d'accord. Et là, encore plus, il y a une utilité de la biologie délocalisée, et donc des tests viscoélastiques. Alors j'ai pas de conflit d'intérêt, mais dans mon service on a un Rotem, donc je vais vous parler du Rotem parce que j'ai des images de patientes de notre service, mais on peut utiliser d'autres techniques alternatives de thromboélastographie ou métrie.
Voilà. Et donc, en fait, ces techniques-là permettent d'identifier en moins de 30 minutes le type d'anomalie. Est-ce que c'est un problème de fibri, un problème de fibrinolyse, un problème d'anomalie du TP du TCA ou un problème de plaquettes, de savoir si c'est profond ou pas, donc ça c'est intéressant, et donc du coup de guider puisqu'on va pouvoir répéter les prélèvements et de voir un petit peu comment, et d'avoir beaucoup de réactivité. Donc par exemple ici vous avez le FibTem qui est l'évaluation du fibrinogène, d'accord, et en fait lorsque sur le FibTem l'amplitude en vert là, est à 5 minutes. Alors je reviens pas sur la technique parce que j'ai pas le temps, mais grosso modo c'est la formation du caillot qu'on va voir en direct sous plusieurs angles. Et ben si ce FibTem il est supérieur à 12 mm à 5 minutes, bah, ça veut dire que le fibri il est normal. Et par exemple, si vous avez ce profil-là, bah, on voit que le fibri, il est pas normal, il est bas. Et si vous avez ce profil-là, qui m'est déjà arrivé, et ben du coup, bon là c'était une embolie amniotique, mais c'est la même chose, et ben en fait, le fibrinogène est indosable. Et vous le savez tout de suite. Et on va voir après, en termes de traitement, ce que ça donne. Alors, on va aussi pouvoir évaluer la coagulation. Donc là, c'est dans la partie externe, qui évalue donc la voie extrinsèque, donc ça va être le TP. Et en fait, le temps entre le début et le moment où le caillot commence à se former, c'est le CT, le temps d'initiation du caillot. Et ben, quand vous avez un TP allongé, ce CT va augmenter. D'accord. Donc ça veut dire que le TP est bas. Et la deuxième chose, c'est que sur l'externe, vous allez pouvoir voir la fibrinolyse. Si vous avez un caillot qui se forme et il disparaît en moins de 20 minutes comme ça signe que votre caillot, il y a une fibrinolyse massive. Le caillot, il s'est dissous, c'est de la fibrinolyse, donc du coup, il faut probablement remettre de l'hexacyle. Et on peut aussi, ça c'est un peu moins connu, mais ça peut aider, c'est que en fait, le profil peut vous donner aussi une estimation des plaquettes. Si vous faites la différence de l'amplitude entre le FibTem et l'externe, ça vous montre la composante plaquettaire. Ça vous différencie pas si c'est une thrombopathie ou une thrombopénie, mais dans le contexte de la HRP, a priori c'est une thrombopénie. Et si vous avez effectivement une grosse différence entre FibTem et externe, ça veut dire que probablement les plaquettes sont normales. Je ne vous donne pas de chiffres parce que je les ai pas, je les consulte à chaque fois, mais le but c'est de comprendre le principe. Et si effectivement vous voyez une différence entre FibTem et externe qui est rabougrie, c'est probablement qu'il y a une thrombopénie. Voilà. Et donc, j'imagine que vous n'avez pas tous ces tests viscoélastiques. Est-ce que du coup, on ne peut rien faire? Eh bien non, parce qu'on peut faire le système D que vous connaissez probablement, le tube sec à 7 minutes. Si vous avez ça, au bout de 7 minutes, bon, voilà, il y a un caillot bien ferme, il n'y a pas de coagulopathie, d'accord? Et si vous avez ça, voilà. Donc vous avez, je ne sais pas si c'était bien visible, voilà, c'est pas, il n'y a pas de caillot, c'est tout fluide. Si à 7 minutes, ça veut dire qu'il y a une coagulopathie. Et vous pouvez répéter les examens à chaque fois. Et alors ça ne vous dit pas quelle est l'origine, mais ça peut vous aider. Voilà. Et c'est important, parce que on est un peu moins dans le brouillard qu'avec les tests viscoélastiques. Le temps d'avoir le fibri et la coag 1 heure après, qui signe l'état il y a 1 heure, où la patiente, entre-temps, l'a signé 3 litres de plus. Et elle est voilà. Donc voilà. Alors, quelle est la voie d'accouchement? Ça, c'est très complexe, en fait, parce que bon, c'est pas si complexe que ça, mais en tout cas, ça questionne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut y avoir, c'est vraiment au cas par cas, mais grosso modo, si, quand la patiente elle arrive, le fœtus il est vivant et viable, c'est-à-dire pas à 19 semaines, et du coup, forcément, le bébé il va s'aggraver puisque le placenta est décollé. D'accord? Donc il va falloir que la naissance soit rapide, et la plupart du temps, on s'oriente sur une césarienne d'indication fétale parce que le bébé est vivant et qu'il y a un HRP. D'accord? Mais si le bébé est décédé, d'accord, à ce moment-là, il y a peut-être moins d'urgence fétale et on peut peut-être se poser la question d'éviter la césarienne pour éviter le surrisque hémorragique, sachant qu'on a dit qu'il y avait plus d'hystérectomie d'hémostase, plus de reprises chirurgicales, etc., d'hémopéritoine. Donc on va privilégier l'accouchement par voie basse. Et effectivement, si vous reprenez les recos du CNGOF sur la mort fétale qui viennent de sortir, effectivement, ils proposent, en cas de situation à risque de coagulation d'hématome rétroplacentéen, grosso modo, d'induire la naissance sans délai. D'accord ? Sauf que, effectivement, il ne faut pas que ça prenne 3 jours, parce que c'est sûr que la patiente va s'aggraver. Le délai entre le diagnostic et l'apparition de la coagulopathie, en général, c'est 6 à 8 heures. Et donc, si au bout de 6 à 8 heures, la patiente elle est loin d'avoir accouché, il faut se poser la question de changer de voie d'accouchement. Et l'une des causes, ça peut être qu'en fait, de temps en temps, l'HRP provoque un hématome dans l'utérus, du myomètre.
et vous avez des utérus qui s'appellent utérus de Couvlar qui ressemblent à ça, bah, du coup, ça vous le savez pas forcément avant d'être dans le ventre, mais si vous avez ça, en fait, l'utérus il est complètement atone, et donc la patiente ne pourra pas accoucher par voie basse, mais vous le savez pas. Donc ça peut être aussi la cause de pourquoi le déclenchement ça marche pas, etc. etc. Voilà, donc c'est un peu vague, mais déjà ça pose un peu le tableau. Donc pour nous, qu'est-ce que ça implique? Bah déjà, on a dit que c'est un HRP sur prééclampsie sévère. Alors, je ne vais pas refaire le traitement de la prééclampsie sévère, mais on va voir que s'il y a un impact des éléments de la prééclampsie sévère sur ce qui se passe au niveau de l'HRP, bah, peut-être qu'il faut les traiter particulièrement. En fait, l'hypertension va majorer le décollement placentaire, donc forcément, si la patiente elle reste à 20 de tension, bah, peut-être que le placenta il va continuer à se décoller. Et en fait, on a également des données qui montrent que le fait de corriger l'HTA dans la prééclampsie diminue la thrombopénie. Vous avez peut-être une thrombopénie sous-jacente, donc peut-être que c'est important de traiter l'HTA. Et comme l'a dit Marie juste avant, on peut considérer, même si ça n'est pas dans les 6 critères de gravité, que l'HRP, c'est un petit peu un signe de gravité. Donc je pense qu'il faut d'emblée aller au traitement intraveineux. Et donc du coup, pareil, c'est une situation où il peut y avoir effectivement une association d'éclampsie et d'HRP. Bah, et je pense que c'est de bon ton de mettre du sulfate de magnésium en prévention primaire de l'éclampsie, ce d'autant que peut-être que le bébé est en dessous de 33 semaines et que peut-être que ça va marcher aussi pour la neuroprotection du bébé. Et on va gérer également la coagulopathie et l'accouchement. Voilà. Donc, la gestion de la coagulopathie, on peut, je pense, en parler pendant 1 heure, hein, mais donc j'ai essayé de résumer. Grosso modo, le message, c'est qu'il faut être agressif pour stopper la progression et limiter les complications maternelles. Donc, par exemple, bah, si vous avez un fibriba ou un fibtem-pato, voilà, bah, il ne faut pas mettre 1,5 g et puis on voit. C'est vraiment, le message, c'est qu'il faut mettre plus que d'habitude. Toute cette diapo provient de cette étude donc Collins, c'est un auteur qui publie énormément sur la coagulopathie et sur l'intérêt du Rotem, etc., dans l'HPP et dans les situations les plus à risque comme l'HRP. Voilà. Donc si vous avez, par exemple, comme vous faites d'habitude normalement à 500 ml, vous avez fait votre premier gramme d'acide tranexamique, et ben si 30 minutes après, quand vous faites votre Rotem, et ben il y a une fibrinolyse massive, on va pas dire ah non j'ai fait mon gramme de, bah non, là vous avez la preuve qu'il faut en mettre plus. Et des fois c'est des prises en charge, on peut être amené à faire 2 grammes, 3 grammes d'hexacyle parce qu'il le faut. Et c'est d'où l'avantage d'avoir un truc qui vous dit à un temps T où on en est. Si vous avez effectivement des anomalies du TP et du TCA, il faut mettre des PFC. Et effectivement, il propose de mettre d'emblée 3 à 4 PFC, même si la patiente, vous la transfusez pas en culot. Voilà. Et donc les seuils, c'est pour les plaquettes, c'est 75 000. Mais d'où l'intérêt d'avoir un truc qui vous dit tout de suite si les plaquettes sont bien ou pas, parce que des fois, bah, vous mettez 3/4 d'heure, 1 heure à avoir un chiffre de plaquettes. Si vous n'avez pas de Rotem et que le tube sec n'est pas coagulé à 7 minutes, eh ben, ces auteurs-là vous disent que contrairement aux recommandations sur l'HPP classique, où normalement on ne fait pas de fibrinogène à l'aveugle, sauf si la patiente elle a une hémorragie massive de plus de 2 litres, 5, 3 litres, et ben là, ils préconisent quand même, parce que c'est un HRP et que vous n'avez pas les moyens de savoir de manière précise si le fibrinogène est bas ou pas, d'emblée de larguer vos premiers grammes de fibrinogène à l'aveugle, le temps d'en savoir plus. Donc ça, c'est un message aussi. Alors ça, c'est un petit truc personnel, mais souvent, les prééclamptiques, elles sont difficiles à piquer, elles sont œdémaciées. Vous partez sur une prise en charge où peut-être vous allez faire 4-5 bilans en 2 heures. Vous l'avez tous vécu, on n'arrive pas à faire les bilans, c'est chiant. Voilà, si vous avez un cathé radial, même si elle est éveillée, ça prend 30 secondes, vous mettez une petite noisette de Xylo 1, vous attendez 1 minute, vous ponctionnez la patiente, elle sent absolument rien, et vous avez accès à tous les prélèvements que vous voulez, sachant que peut-être qu'elle va faire des problèmes circulatoires après, et que vous allez peut-être avoir besoin d'une artère invasive, et potentiellement de gaz du sang. Donc en tout cas, ayez le réflexe, je ne dis pas qu'il faut le faire à tout le monde, mais pensez-y. Alors la réponse au traitement, donc par exemple ici, si vous passez de ça à ça, bah, peut-être qu'il faut continuer à mettre du fibrinogène, parce que c'était indosable, ça devient dosable, mais c'est encore bas. Donc peut-être qu'il faut remettre du fibrinogène. Et si vous passez de ça à ça, ah bah super, bah du coup je pense que c'est bon. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'en refaire. Mais comme on va voir après, c'est important de répéter. Si par exemple vous passez de ça à ça sur l'extème, bah, vous voyez que du coup le CT s'est raccourci. Donc a priori il n'y a plus besoin de mettre plus de PFC que ce que vous avez déjà mis. Et si vous passez de ça à ça après avoir mis de l'hexacyle, bah peut-être que
Après le deuxième gramme, pour l'instant, c'est pas la peine d'en remettre un troisième gramme pour l'instant. Voilà. Et donc le plus important, effectivement, alors c'était avant. Oui, voilà. Donc j'ai parlé du cathé radial, mais effectivement le message c'était plus la partie de gauche. C'est que le plus important, et Collins le préconise, c'est de répéter votre évaluation de la coagulopathie toutes les 30 minutes et après chaque traitement. Donc d'où l'utilité effectivement d'avoir des prélèvements faciles. Pour l'accouchement, si du coup on doit faire une césarienne d'indication fétale et qu'il n'y a pas de trouble de l'hémostase et qu'il n'y a pas d'ARCF, a priori, on peut faire une ALR. Ce d'autant que, comme vous l'a dit Marie tout à l'heure, il y a des preuves qui nous montrent que dans la prééclampsie sévère, c'est mieux de faire une ALR qu'une anesthésie générale. Donc, vaut mieux y aller. Mais c'est sûr que du coup, c'est important d'avoir un examen, une vérification de l'hémostase qui ne date pas d'il y a 6 heures. Mais ça, effectivement, ça va tellement vite que... Voilà. Si vous avez une césarienne d'indication fétale et des ARCF ou une contre-indication à l'ALR parce que le rotem ou le tube sec sont pourris, a priori, il va falloir faire une AG. Hein. Voilà. Et deux points forts, puisque la patiente, c'est une prééclamptique. Il va falloir anticiper le risque d'intubation difficile. Je ne vous reprends pas toutes les recommandations, mais j'ai appris des choses en faisant le topo. C'est notamment que l'oxygénation apnéique, c'est maintenant bien préconisé en obstétrique, donc vous pouvez tout à fait mettre des lunettes à oxygène, ça prend 2 secondes, et moi je mets 15 litres, mais les recos ils disent plutôt 5 litres, mais en tout cas pour que la patiente continue à être oxygénée pendant la période d'apnée avant de l'intuber, mais ça c'est pas trop un scoop. Par contre, ce qui est un scoop, et pourtant les recommandations anglaises datent de 2015, ils recommandent déjà, dès 2015, de ventiler la patiente entre la perte de conscience et l'intubation. C'est-à-dire doucement, avec la valve APL moins de 20, une fois ou deux, juste pour vérifier qu'elle est ventilable si jamais après vous n'arrivez pas à l'intuber, c'est pas mal. Et la deuxième chose, pour anticiper éventuellement un masque laryngé ou un vidéolaryngoscope, et de l'oxygéner un peu, aussi en prévision d'une intubation difficile. Et effectivement, voilà. Donc c'est des petites choses en plus. Et puis bien sûr morphiniser à l'induction. Voilà. Et dans tous les cas, vous imaginez que vous partez sur une césarienne qui va saigner la rage. Donc si vous avez un cell saver, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà. En cas de voix basse, donc forcément il y a un risque majoré de pic hypertensif lié à la douleur et d'une intubation difficile en cas d'anesthésie générale. Donc c'est une indication médicale de péridurale. Et forcément, c'est un risque majoré de césarienne à n'importe quel moment. Et donc, du coup, c'est également une indication obstétricale de péri. Donc, la péri est très importante. Et il faut bien sûr s'assurer de la normalité de la coagulation. On vient de le dire. Mais je rajoute qu'il faut aussi s'en assurer avant l'ablation du cadet de péri. Important. Parce qu'on peut oublier. Et quelle que soit la voie d'accouchement, même si elle a saigné 4 litres, en fait, ça reste une prééclamptique qui a une césarienne avec des troubles avec des gestes d'embolisation, de je sais pas quoi. Voilà. En fait, elle a un risque thromboembolique majeur. Donc, du coup, il faut démarrer dès que possible la prévention thromboembolique. Donc, pour finir, c'est à l'origine d'une mortalité fétale importante, d'HPP particulièrement sévère du fait de l'association fréquente avec la coagulopathie. Lorsqu'elle est présente, la coagulopathie peut être redoutable par sa précocité et sa rapidité d'évolution. Les tests viscoélastiques sont très importants pour le diagnostic et le suivi, et pour guider finement le traitement hémostatique. Il faut être agressif, plus vite que dans l'HPP classique. D'emblée, il faut penser fibri et acide tranexamique encore plus que pour l'HPP classique. Et quelle que soit la voie d'accouchement et son degré d'urgence, s'assurer d'une coag normale pour la LR, de prévenir les pics hypertensifs, quelle que soit la situation, et d'anticiper l'hypoxémie et l'intubation difficile en cas d'anesthésie générale. Merci.